coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a un petit peu de retard, qui a pas mal de retard et je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis lecture sur mes lectures de juin. Oui, nous sommes mi-août, presque. Les lectures de juin. Oui, bon, j'ai complètement oublié de vous le tourner. Je sais pas, il y a eu une faille spatio-temporelle et je les ai pas filmés. Mais ces livres traînaient, si vous voulez, enfin traînaient, étaient non rangés depuis. Je me suis dit, mais Marie, si t'as pas rangé ces livres, c'est que tu les as pas chroniqués sur YouTube en fait. Tu les as pas chroniqués sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vous sors cette vidéo aujourd'hui. Comme ça, moi, ça me permet aussi de me faire de l'espace dans ma tête, à me dire, ok, j'ai pas besoin de me souvenir ce qu'il en était, parce que vous allez voir, du coup, il y a certaines lectures qui pour moi remontent à plus de 2 mois. C'est pas forcément très net encore dans ma tête. Je vais essayer de vous pitcher ça au mieux et puis de vous donner mon avis au mieux. Mais on va faire avec ce qui nous reste. Et surtout, je vais pouvoir les ranger après. Et ça va faire de la place, parce que si vous voyez un petit peu autour de moi, là, vous voyez déjà, il y a certaines piles. Mais alors, vous n'avez pas le plus gros où c'est un... La bibliothèque est en train d'envahir le reste de mon salon. Moi, ça me va. Axel, un peu moins. Et puis, Uta, lui, il se dit, oh, mais une zone de jeu encore plus grande avec d'autant plus de livres à mordiller. J'aime beaucoup ça. Moi, moins. On va pas se mentir, moins. Donc, c'est pour ça. Toutes ces petites raisons qui font que il est temps, enfin, de vous poster l'avis lecture pour mes lectures de juin. Et je suis contente puisque au mois de juin, finalement, c'est 11 lectures que j'ai faites. Alors, sur les 11, on a quand même 5 graphiques. Certes, d'accord, c'est presque la moitié qui sont des graphiques, mais le fait est que ce sont des lectures que j'ai en plus bien appréciées. Vraiment, je suis en train de regarder ce que j'ai lu au mois de juin. Et j'ai eu des bonnes lectures en fait. Vous allez voir, il y a eu des lectures qui étaient bien mais sans plus. Mais au final, vraiment aucune déception, aucune mauvaise lecture. Donc on va attaquer tout de suite avec... Alors je vais pas vous présenter ça dans l'ordre parce que je sais plus du tout dans quelle heure je les ai lus. Juste le premier, je me souviens, parce qu'il me restait pas grand chose à lire au mois de juin. Donc finalement, je l'ai même plus lu en mai qu'autre chose. Ça va être compliqué. En plus, vous allez voir que du coup, certaines des lectures que je vais vous présenter étaient dans mon challenge du Flowers Book Challenge. Et je me demande même s'il y en a pas qui étaient dans le Tarot Books Challenge. Donc des challenges, vous voyez, qui datent un petit peu. Donc il est temps de vous les présenter. Je vous ai déjà, de toute façon, là, toutes les lectures dont je vais vous parler, je les ai déjà toutes chroniquées sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà ce que j'en pense. Et encore plus pour ceux qui me suivent sur Twitch, parce que vous me voyez au fur et à mesure de mes lectures. À chaque fois, je vous en parle durant les sessions de lecture. Mais là, bon, pour ceux qui ne me suivent que sur YouTube, c'est la session de rattrapage, les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés et on est parti. J'ai donc commencé, comme je vous disais, le mois de juin en finissant plutôt une lecture que j'avais pas réussi à terminer pour le mois de mai. Et il s'agit des Filles du manoir Foxcott, écrit par F. Chase, publié aux éditions Nil. Donc c'est un livre que je crois que j'avais mis dans un challenge. Alors je ne sais plus du tout lequel, je ne sais plus du tout quelle catégorie, mais je me souviens qu'il était dans un challenge puisque c'est ce que j'avais noté dans mon cahier de lecture. C'était déjà ça de noter. Et c'est donc le deuxième livre de l'autrice que j'ai lu après avoir découvert Un manoir en Cornouailles que j'ai lu de l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière me semble-t-il, que j'avais beaucoup aimé. Et ici, du coup, je me suis dit, bah let's go, on va continuer à découvrir la plume de l'autrice. Et ça a encore été un franc succès pour moi, celui-ci. On est de nouveau un petit peu dans le même schéma narratif que pour le premier ouvrage que j'avais lu de l'autrice, puisqu'ici, on est sur une double temporalité avec, du coup, une famille qui a vécu au manoir Foxcott avec... Il y a eu des secrets dans cette famille, il s'est passé des choses et on a surtout découvert un bébé qui était resté dans les bois. Et on va aussi, donc ça c'était il y a en 71, et on va aussi suivre de notre temps Sylvie, une jeune femme. Sylvie, une femme qui vient tout juste de demander à son mari le divorce, qui va donc commencer à vivre toute seule et qui va en parallèle essayer de continuer à élever sa fille jeune adolescente qui va lui avouer qu'elle est tombée enceinte. Donc on va essayer de comprendre comment ces deux temporalités sont reliées et surtout bah, qui est quoi par rapport à comment, pourquoi. Quoi que ça veuille dire. En tout cas, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, même si on se doute rapidement de certains éléments. Finalement, il nous en manque énormément pour qu'on puisse vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants du récit. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et finalement, je pensais que ça allait être... Je m'étais dit, non mais en fait, Marie, t'as compris assez rapidement de quoi il en retournait. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Quel est l'intérêt? Et en fait, non, pas du tout. L'autrice arrive à vous mettre des petites choses en vous disant, haha, tu pensais que c'était ça? Et en fait, non. Tu pensais qu'il allait se passer ça? Et en fait, non. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette. Ça se lit très bien. J'aime beaucoup la plume de F. Chase. Et du coup, il y a un troisième livre de l'autrice qui est sorti là en début d'été. Bah, je me demande si c'était pas en juin, justement, aux éditions 10-18. Je vais voir pour me le procurer parce que pareil, bah, je crois qu'on est encore sur une double temporalité. Donc je pense que l'autrice aime beaucoup ça. En tout cas, celui-ci a vraiment été une superbe lecture pour moi. Je vous le conseille si vous aimez les doubles temporalités qui se passent en Angleterre.
Ah, c'était vraiment très très chouette. Je suis par la suite montée encore un petit peu plus au nord puisque j'ai décidé de lire Scottish Rhapsody écrit par Delinda Dine et publié aux éditions Hugo Roman. Celui-ci, c'était une lecture que Jade m'avait offert et Jade est très fan de l'Écosse donc elle me tannait pas mal pour que je le lise. J'ai décidé de le sortir de ma palle et j'en suis très très contente puisque c'était une chouette lecture. Alors ça n'a pas été ma meilleure lecture du mois mais j'ai passé un chouette moment sachant que les romances et moi on n'est pas forcément super copines et là pour le coup ça a fait le café. On suit Erin du coup qui vit en Angleterre, qui a suivi sa mère après le divorce de ses parents en Angleterre à Londres où elle a un petit peu du mal à joindre les deux bouts, elle n'a pas une vie folle mais bon. Elle y arrive, elle va être obligée de retourner en Écosse dans son village natal pour venir pour les obsèques de son grand-père et elle va apprendre en fait que son grand-père décédé justement avait une dette énormissime envers un autre clan puisque nous sommes dans l'Écosse encore un peu clanique et donc que son père avait une dette énorme envers un autre clan et la seule façon que le père d'Erin et que Erin elle-même puisse vraiment annuler cette dette c'est que Erin se retrouve mariée sur un mariage arrangé avec ce fils de cet autre clan, le clan Cameron. Ça a donc été une petite romance où on part d'un Enemies to Lovers et par la suite on va évidemment arriver sur une romance avec des personnages très chouettes. J'ai beaucoup aimé Erin qui est très très forte en caractère, pour le coup elle se laisse pas du tout marcher dessus et j'ai bien aimé parce qu'elle est très terre à terre aussi, elle est consciente que bah, elle a une vie de merde là pour le coup, c'est pas foufou et on va avoir du coup notre protagoniste masculin qui va être Lachlan qui est l'Écossais par excellence qui peut vous faire rêver, que j'ai trouvé très chouette, un peu taciturne au début donc j'ai bien aimé. Et on va aussi découvrir les Jeux des Highlands, donc une sorte de petits Jeux Olympiques mais propres aux Highlands que j'ai trouvé très très chouette. En tout cas ça a été une bonne lecture avec une petite romance qui fait du bien, qui se passe en Écosse, donc à auréolé de kilt et de superbes paysages, vraiment une très très chouette lecture que je vous conseille. Je vais maintenant vous présenter un livre dont je vous ai pas mal déjà tanné, que ça soit autant sur YouTube mais aussi sur Insta, Twitch ou encore TikTok puisque je vais vous parler de ma lecture du livre d'Ève écrit par Meg Cloutier et publié aux éditions Hauteville. Je vous ai donc beaucoup parlé de ce roman puisqu'il s'agit du premier SP que j'ai reçu et je remercie encore la maison d'édition Hauteville de me l'avoir fait parvenir. Je suis très contente de l'avoir découverte. Il sortait du coup début juin, je n'ai plus exactement la date en tête, début ou mi-juin, peut-être le 14 juin. Je crois que c'était mi-juin plutôt. Et donc je l'avais lu presque aussitôt reçu pour voir justement vous publier ma chronique sur Instagram à ce moment-là. Donc vous voyez, ça fait 2 mois qu'il a été lu, donc mes souvenirs sont pas forcément très frais. Mais en tout cas, nous sommes ici au Moyen-Âge, dans un couvent en plein milieu de l'Italie. On va découvrir sœur Béatrice qui va devoir être au chevet de 2 femmes qui sont venues au couvent se réfugier. On ne sait pas trop de quoi, mais on sait qu'elles fuyaient quelque chose. Et malheureusement, ces 2 femmes vont décéder la même nuit. Cependant, juste avant que la dernière décède, celle-ci a donné un livre mystérieux à Béatrice, sans vraiment lui expliquer quoi que ce soit sur ce livre, juste en lui donnant, et elle est morte juste après. Béatrice, elle, est sœur bibliothécaire, donc elle a une appétence toute particulière pour les livres, c'est quelque chose qu'elle affectionne beaucoup, et elle a tendance à beaucoup se renfermer dans la bibliothèque, sans forcément beaucoup se mélanger avec ses autres sœurs, donc ce livre l'intrigue, puisque quand elle l'ouvre, elle découvre qu'il est complètement vierge, il n'y a rien, donc elle ne comprend pas pourquoi la jeune femme avait l'air de le chérir comme ça, et de vouloir le protéger à tel point, alors que bah, c'est un livre vierge concrètement. Certes, la couverture est très jolie, mais il ne contient rien, donc qu'est-ce qu'il cache ce livre? On va se rendre compte au fur et à mesure que ce livre n'est peut-être pas si vierge que ça et que ces pages vont s'écrire au fur et à mesure des différents événements auxquels Béatrice et le couvent vont faire face. Je ne vais pas vous en dire plus puisque ce roman est quand même très énigmatique à propos justement de ce fameux livre, le livre d'Ève, qui, comme je vous le disais, évolue, passe de vierge à tout d'un coup il s'écrit. C'est quand même très énigmatique, très mystérieux tout ça et je vous laisse le plaisir de découvrir ça au fur et à mesure de vos pages. Alors, au niveau de ce qui est de mon avis, je tiens quand même à noter que je sais qu'il peut déplaire à pas mal de personnes puisqu'il est très long. C'est-à-dire que la première moitié du livre, elle est un peu lente. On va être donc dans ce couvent en Italie avec, je le tiens à noter, certains termes des fois qui ne sont pas traduits de l'italien et qui peuvent être compliqués à comprendre. Je sais que j'ai bugué pendant très longtemps durant ma lecture sur le mot quadrilango qui n'était pas traduit. Je n'ai pas fait d'italien, je ne comprenais pas ce que c'était avant de comprendre que c'était le cloître. Donc ça m'a mis un certain temps à comprendre. Voilà, juste vous sachez que ça a été ma peine pendant ce livre-là. Mais la première moitié où c'est vraiment, on va suivre Béatrice dans son quotidien au couvent, les différentes heures de prière, de réunion entre les sœurs, son quotidien aussi à aller à la bibliothèque pour enseigner à 2 autres sœurs à bien calligraphier et faire du recopiage de manuscrits. C'est un peu long parce qu'il ne se passe pas grand chose. Certes, le livre arrive très rapidement dans le roman,
mais il est très très effacé au début. Et puis au final, tout va énormément s'accélérer sur la deuxième partie du roman. On va découvrir pas mal de choses. On va avoir justement ce côté un peu fantastique qui va être amené avec le livre. On va aussi avoir tout un côté de sororité envers les sœurs qui jusqu'ici nous étaient présentées un peu par-ci par-là, qui n'avaient pas trop une cohésion. Et finalement, on va découvrir une véritable sororité et aussi un féminisme très très fort puisque... dans ce livre, on va avoir un petit peu les prêtres de la ville, qui sont de la ville voisinante au couvent, qui vont essayer de venir et de s'accaparer le courant, sauf que évidemment les sœurs ne l'entendent pas de cette oreille et vont défendre leur couvent et leurs valeurs, et ça va vraiment être très très chouette puisque on va comprendre que pourquoi les femmes devraient se laisser marcher sur les pieds, sachant que ce livre se passe au Moyen-Âge. Certes, il n'a pas été écrit au Moyen-Âge, mais j'ai trouvé ça très très fort. On a un personnage aussi que j'ai trouvé fantastique. Béatrice a une belle évolution, je trouve. Si au début elle est plan-plan, elle est un peu saoulante au début, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose, vraiment elle se laisse couler dans la vie et elle est un peu passive dans sa vie et elle va vraiment prendre son destin en main au fur et à mesure du roman. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Donc si vous êtes tenté, vraiment n'ayez pas peur de la première moitié qui peut être un petit peu longuette. Perso, ça a été longué, je me suis accrochée, mais la deuxième moitié en valait totalement la peine et ça a été pour moi au final une très bonne lecture. J'ai ensuite décidé de continuer une saga que je suis contente d'avoir continué. Vraiment Marie, tu te répètes, puisque j'ai lu le deuxième tome de Vampiria, donc ici La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R. Je vous avais pas mal parlé du tome 1 quand je l'avais lu, donc il y a de ça quelques mois. J'ai enchaîné finalement assez rapidement avec le tome 2, donc je suis pas peu fière, on va pas se mentir. Je crois que je vous en avais aussi parlé puisque j'étais en train de le lire dans un des vlogs que je vous ai publié dernièrement. Je ne sais plus ce que je vous en disais, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que c'était ma lecture en cours quand j'ai rencontré pour la première fois Manon et que j'ai revu Anaïs quand on s'est retrouvés à Paris. Donc je vous en avais parlé un petit peu à ce moment-là. En tout cas, je l'ai terminé. Ça a été une très chouette lecture. Pour moi, un petit peu en dessous du tome 1. Je ne vais pas vous pitcher le tome 2 puisque ça serait vous spoiler le tome 1. Sachez juste ici, pour vous redire très rapidement, puisque je pense qu'on l'a pas mal vu tourner, qu'on suit ici du coup, nous sommes ici à notre époque, sauf que la royauté existe encore en France et le roi Soleil est encore au pouvoir puisqu'il a été vampirisé. C'est donc un vampire qui vit depuis plus de 300 ans et qui a maintenu la royauté telle qu'elle était connue à son époque dans notre réalité. Et donc les vampires ont la mainmise sur la population avec des impôts qui ne sont pas de façon agricole ou de façon pécuniaire, mais bien des impôts sur le sang de la population. C'est super, on adore. On va donc ici suivre notre jeune héroïne qui s'appelle Jeanne Froidelac, qui fait partie de la plèbe concrètement, qui par un concours de circonstances va devoir prendre une autre identité pour pouvoir incorporer la noblesse et surtout Versailles, et va donc se faire appeler Diane. Je vais donc l'appeler Diane par la suite parce que c'est plus simple pour moi, j'ai trop peur de me tromper de prénom à chaque fois, mais peut-être que je vais l'appeler Jeanne, mais c'est pas grave. Et donc elle va dans le tome 1 réussir à approcher tout ce qui est la cour de Versailles. Ici dans le tome 2, Diane est toujours auprès du roi Soleil à son service et on va devoir enquêter pour découvrir qu'est-ce que la Cour des Miracles. Alors faut savoir que j'adore la Cour des Miracles et tout ce mythe, enfin c'est devenu presque mythique finalement avec les années, mais toute cette idée de cour des miracles où c'était un petit peu les parias de la société qui s'étaient rassemblés dans une cour, c'était des voleurs, c'était des handicapés aussi pour certains, et qui s'étaient rassemblés pour être une immense famille finalement, les reclus de la société, et je trouve ça super intéressant. Ici, l'auteur a donc repris cette cour des miracles, on a aussi fait quelque chose qui l'a lié du coup avec le vampirisme, que j'ai trouvé très très chouette. On incorpore aussi quelque chose d'assez moderne, je vais pas vous spoiler ce que c'est, mais j'ai trouvé ça chouette sa façon de l'amener. On découvre aussi Paris qu'on n'avait pas du tout découvert dans le premier tome puisqu'on était très renfermés à Versailles et c'était presque un huis clos finalement pour le premier tome. Et pour le second, là nous sommes dans Paris et nous voyons ce que l'auteur a décidé de faire du Paris sous un Louis XIV vampirique et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Il y a plein de petites anecdotes que j'ai trouvé très sympas et vraiment ça a été une chouette lecture au niveau du contexte. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que Diane, on l'avait connue dans le premier tome, si vous voulez, très maître d'elle. Et finalement, parfois, il y avait certaines facilités pour elle au niveau des actions. Il y avait des choses qui lui arrivaient très facilement et ça se goupillait très bien pour elle, un peu comme par magie. Là, c'est un peu l'inverse puisque pour une grosse partie du roman, elle se fait marcher dessus. Elle se fait totalement marcher dessus, c'est-à-dire qu'elle subit vraiment son destin. Ça faisait un peu de peine à voir et c'était pas du tout comme ça qu'on l'avait connue précédemment. Donc j'avais un peu de peine pour elle, j'étais en mode Bichette, vraiment, Bichette, fais quelque chose, rebelle-toi, fais quelque chose là, ne reste pas juste spectatrice de ta vie. Et finalement, sur la fin, elle prend un peu le devant et elle se dit bon allez, c'est bon, j'en ai marre d'être un tapis, on va arrêter de me piétiner et c'est moi le big boss. Et j'ai trouvé ça cool. On va aussi incorporer un nouveau personnage qui est ma foi
pas mal chouette, que j'ai trouvé sympa, et de ce que j'ai cru comprendre, on le retrouve dans le tome 3, donc moi, ça me va. Et donc ouais, il était un peu en dessous, comme je vous disais, du tome 1, mais je l'ai quand même trouvé très sympa, et comme d'habitude, j'ai envie de découvrir la suite. Toujours dans l'objectif d'un challenge, et celui-ci, je crois que c'était pour le Flowers Book Challenge, et c'était même pour la catégorie de la tulipe noire, je crois que je l'avais mis, donc je crois que c'est vraiment ça, et si je me souviens bien, je suis fière de moi. J'avais décidé de mettre Un pacte avec le roi elfe, écrit par Eliskova et publié aux éditions Big Bang. Je l'ai donc lu. Ici, nous retrouvons Luella, notre jeune humaine qui vit dans une ville limitrophe avec ce qui est un royaume d'elfes et dont la magie des elfes aide les humains à vivre relativement en paix sans qu'il y ait trop de soucis avec la nature autour d'eux. Cependant, récemment, la magie va pas très bien puisque un pacte avait été fait entre les elfes et les humains pour que tous les 100 ans, qu'une reine humaine soit donnée au roi elfe en mariage pour que justement cette magie entre les humains et les elfes continue de prospérer et d'être totalement stable. Sauf que, comme je vous disais, la magie dernièrement va pas très bien et pour cause, aucune reine n'a développé des pouvoirs qui pourraient être proches de celles des elfes et du coup, quand le roi elfe se présente dans le village de Luella pour demander son dû, c'est-à-dire sa reine, on n'a rien à lui proposer. Il va quand même réussir à savoir que c'est Luella, sa promise, que c'est elle qui a des pouvoirs, elle qui avait été cachée contre son gré puisqu'elle n'avait aucune idée de sa nature. Elle va donc se retrouver mariée de force à ce roi elfe sans être jamais préparée à ce qui va venir pour elle. Finalement, elle va découvrir pas mal de choses dans le royaume des elfes qu'elle pensait connaître à travers ce qu'elle avait entendu dire dans son éducation humaine. Cependant, les choses ne sont pas du tout comme elle le croyait. Elle va découvrir d'autres créatures telles que des faées par exemple et va se retrouver à devoir aider le roi elfe et évidemment en tomber amoureuse. C'est donc un roman de romantasy qui finalement quand il est sorti en début d'année, je vous l'avais présenté au moment de sa sortie, janvier ou février, quelque chose comme ça. Quand il était sorti, pas mal de gens se l'étaient procuré, ils l'avaient lu dans la foulée et les avis qui en étaient ressortis étaient assez mitigés, voire assez négatifs finalement, puisque ce que les gens lui reprochaient c'était que finalement il cassait pas trois pattes à un canard et que c'était de la romantasy un peu bas niveau par rapport à ce qu'on pouvait découvrir d'autres dans le genre. Personnellement, n'étant pas la plus grande fervue de romantasy, j'ai pas énormément de comparaisons à en faire et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Certes, il révolutionne rien du tout, mais ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment de lecture dessus. J'ai trouvé le personnage de Luella vraiment sympathique. Notre roi elfe, dont j'ai complètement oublié le nom, je ne vais pas vous le ressortir, c'est pas marqué derrière. Il s'appellera roi elfe, c'est pas grave. Donc notre roi elfe aussi qui au début est assez secret, assez mystérieux, pas forcément sympathique, assez antipathique, va s'ouvrir à Luella et leur romance va pouvoir un petit peu percer comme ça. Perso, j'ai trouvé ça très chouette. Certes, ça va un petit peu vite sur la fin, c'est-à-dire que les problématiques qui arrivent à 50 pages de la fin pour notre héroïne, on se doute qu'elles vont être vite résolues puisqu'il nous reste 50 pages, que c'est un one-shot, donc il va falloir les terminer et qu'elles vont pas pouvoir rester en stand-by comme ça. Donc c'est un petit peu dommage que certaines choses arrivent si tardivement dans le roman, j'aurais aimé qu'elles arrivent un peu plus vite pour que vraiment il y ait un petit peu de suspense en se disant est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, est-ce qu'il va y avoir des pertes, est-ce qu'il va pas y avoir de pertes. Là, il n'y a pas vraiment de suspense, on se doute, on sait que ça va bien se terminer, donc bon, c'est un peu dommage parce que ça perd un petit peu du suspense, ça perd un petit peu de son piquant. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage et je peux comprendre du coup les avis d'autres personnes qui sont très habituées au genre. Personnellement, comme je vous disais, moi j'ai vraiment bien aimé et j'ai très hâte de découvrir les autres tomes qui seront dans le même univers du coup écrit par l'autrice, puisque le second tome dans l'univers, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, je me demande s'il sort pas en fin d'année ou en début d'année prochaine, traitera justement des faées qu'on nous a déjà introduit un petit peu ici, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il en retourne. Le dernier roman que j'ai lu au mois de juin avant que je vous présente les graphiques, il s'agit du premier tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire écrit par Lemony Snicket. Je voulais aussi présenter celui-ci puisque je le lisais et je crois que je tournais un vlog en même temps, donc je vous en avais pas mal parlé. C'est un tout petit livre jeunesse qui a été encore une superbe lecture pour moi, j'ai vraiment adoré. On suit ici trois enfants, donc on va avoir Violette, Klaus et du coup en français je ne sais plus qui me l'avait dit, j'avais oublié que c'était son nom, qui s'appelle Prunille, c'est vrai, là je l'ai lu en anglais donc j'avais son nom en anglais elle s'appelle Steny, donc rien à voir, les autres autant s'appellent pareil, Prunille en français. Donc on va suivre ces trois enfants qui vont apprendre dès le chapitre 1 que leurs parents viennent de décéder dans l'incendie de leur maison, qu'il ne reste donc plus de maison, qu'ils sont donc orphelins et on va donc devoir leur trouver un parent vers qui les amener pour qu'ils puissent être élevés. Ils vont alors être amenés chez le comte Olaf. Alors c'est un cousin au 48e degré de leur père de machin. Vraiment on n'a pas trop compris comment ils étaient reliés et c'est un petit peu sur ça aussi que joue l'auteur, hein. Il aime bien ça. Donc les enfants vont être élevés par le comte Olaf, sauf que le comte Olaf, lui, il n'est pas juste là pour élever les enfants. Même il s'en fiche carrément d'élever les enfants. Lui, tout ce qu'il veut, c'est leur fortune. Puisqu'effectivement, les orphelins Baudelaire ont hérité d'une immense fortune qu'avaient leurs parents. Le comte Olaf, lui, du coup, accepte bien évidemment de les élever, puisqu'il sait
que en contrepartie de les élever, il pourra alors toucher le pactole. Sauf que les orphelins ont bien compris son objectif et vont tout faire pour essayer d'éviter ça, mais malheureusement le comte Olaf est plein de ressources et parfois il fait très peur. C'est donc une petite saga jeunesse dont ici c'est le premier tome, une saga, je crois que je vous l'ai déjà dit maintes fois, que j'avais commencé à emprunter à mon CDI au collège, que je n'ai jamais terminé puisqu'elle comporte 13 tomes et que je n'en ai lu je crois que 6 ou maximum 7. Je n'ai jamais lu le fin mot de cette histoire. En tout cas je suis très contente de l'avoir relue, en plus en anglais, c'est très abordable en anglais. Si vous êtes curieux justement de commencer une lecture en anglais, je pense que celle-ci peut vraiment faire l'affaire. C'est tout petit, vraiment ça se lit très bien. Certains mots sont bien expliqués en plus, parce qu'on sent que c'est jeunesse, donc s'il y a des mots un petit peu compliqués ou qui peuvent avoir un double sens, ici l'auteur va vous expliquer quand j'utilise ce mot-là, il s'adresse directement au lecteur. Quand j'utilise ce mot-là, c'est vraiment pour dire ceci, pour dire cela, il va vous définir le mot et donc ça c'est vraiment chouette. L'auteur est aussi très drôle puisque finalement ici, il se passe des événements assez glauques. On va tout de suite apprendre la mort des parents des orphelins. Il va se passer des choses très graves. On va enfermer un bébé dans une cage qu'on va pendre au-dessus du vide. Enfin, il va se passer des choses très glauques. Et finalement, l'auteur est tellement plein d'humour. Cette plume est tellement drôle que tout passe. En fait, tout passe. Rien n'est choquant. Et ça passe très bien, vraiment c'était super chouette. Je vous conseille fortement de découvrir la saga si ce n'est pas déjà le cas. Il y a aussi une adaptation cinématographique avec par exemple Jim Carrey qui jouait le rôle du comte Olaf, ou encore une adaptation en série qui est disponible sur Netflix. Je vous invite vraiment à découvrir la série. Je n'ai pas vu le film mais de ce que j'ai entendu il était aussi très bon. Si vous n'avez pas envie de lire les romans, en tout cas découvrez l'histoire via la série ou le film. C'est vraiment très chouette, mais je vous conseille surtout les romans parce que vraiment un vrai bonheur et ça se lit tout seul. Ils sont tout petits, pourquoi se priver? On va donc maintenant passer aux graphiques que j'ai lus durant le mois de juin. Comme je vous disais, ils sont au nombre de 5 et les premiers que je vais vous présenter, c'est une trilogie que j'ai lue au complet, qui est d'ailleurs finie, que j'ai lue donc au complet au mois de juin. Il s'agit de la trilogie Elle, écrite par Aveline Stockart et illustrée par Guy Toussaint, publiée aux éditions Le Lombard. J'ai donc lu la trilogie, hop, regardez-moi, c'est merveille, ils sont trop beaux. Donc j'ai lu cette trilogie qui avait pas mal fait parler d'elle et je suis très contente de l'avoir découvert parce que c'était vraiment super chouette. On va ici suivre le personnage de Elle, du coup, qui est notre jeune fille ici avec les cheveux roses. Mais comme vous voyez, il y a d'autres Elle derrière et qui sont avec d'autres couleurs de cheveux. Et en fait, ces couleurs de cheveux vont nous permettre, nous lecteurs, à comprendre que Elle ce n'est pas un trouble de l'identité, ce n'est pas ça du tout. Mais finalement, à différentes personnalités, va plutôt avoir, suivant les circonstances, suivant les événements, va avoir des réactions différentes, va avoir des émotions différentes et finalement elle va un peu switcher entre ces différentes petits personnages qui sont en elle. On va par exemple avoir la Elle châtain qui est ma foi toute timide, qui a du mal à s'exprimer, la Elle violette qui est très drôle et super expansive, la Elle jaune qui est très forte mais en même temps pas forcément sociable, et la Elle verte qui ne parle pas beaucoup, très muette mais finalement très intelligente et qui réfléchit beaucoup. Et on va aussi avoir sur le tome 2, hop, la Elle avec les cheveux bleus qu'on retrouve déjà dès le tome 1 et qui va avoir une importance toute particulière par rapport aux autres Elle de différentes couleurs de cheveux. Et je vous laisse lire la BD pour comprendre quelle est l'importance de cette Elle bleue et savoir ce qui va se passer. Ça a été pour moi une superbe découverte. Je suis très contente d'avoir lu cette trilogie. Déjà je trouve les dessins magnifiques. Il faut que je vous montre ça parce que ma foi c'est cool, c'est coloré à feu. C'est vraiment très coloré, c'est super beau, je trouve ça magnifique. Au niveau des dessins, j'ai été complètement convaincue. Et l'histoire aussi, c'est très beau puisque finalement, on va découvrir que Elle a certaines zones d'ombre aussi dans sa vie. Elle va les découvrir et elle va les affronter. Et finalement, cette BD, c'est aussi l'histoire d'une adolescente qui se cherche un petit peu, qui a du mal à se trouver et qui va accepter qu'elle n'est pas forcément tout le temps très forte. Elle va pas forcément toujours faire les meilleurs choix. Elle va pas forcément être la personne la plus rigolote. Et que finalement elle est aussi tout ça en même temps. Elle peut être très drôle, comme des fois extrêmement timide, comme des fois très forte. On est tout ça en même temps. C'est finalement les différents contextes, les différentes situations qui vont faire en sorte que nous réagissions d'une façon ou d'une autre. Et j'ai trouvé ça très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette BD. Je vous encourage très fortement à la découvrir. Elle est vraiment cool. Elle est toute courte. Elle est super belle. Franchement, pourquoi se priver aussi? J'ai ensuite décidé de lire le Sad Ghost Club écrit par Liz Mendings et publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ici, nous suivons donc ce petit fantôme qui, ma foi, qui est un humain en dessous, mais qui va être représenté ici par un fantôme puisque c'est un humain qui est très angoissé, qui a pas mal peur du monde extérieur et qui va donc revêtir ce petit habillage de fantôme pour se cacher des autres et pour nous faire comprendre que la vie c'est compliqué avec la sociabilisation. C'est donc un adolescent qui a du mal à vivre du coup sa petite vie d'adolescente, qui va se retrouver seul pendant toute une journée puisque ses parents sont partis, va faire face à devoir s'occuper de son chat qu'il a l'impression de juger et qui est un petit peu tout seul et va se retrouver sur
surtout invité à une fête. Et là, ça va être le début de pas mal de questions d'angoisse, d'anxiété qui va repopper, le fantôme va se demander est-ce que je dois y aller? Si j'y vais, il peut se passer ci, il peut se passer ça, je peux me foutre la honte, il peut se passer plein de choses, mais en même temps, si j'y vais pas, on va aussi se manquer de moi parce que j'aurais sûrement raté plein de choses et ça va sûrement être chouette. Après moult réflexions, finalement, ce fantôme va décider d'aller à la fête et va sur place rencontrer un autre fantôme qui est donc une autre personne qui aussi a des pensées un peu angoissantes, un peu oppressantes, et ces deux fantômes vont se rencontrer et vont commencer à parler, et finalement on va avoir une mise à plat de ce que peut être l'anxiété sociale, de ce que peut être la peur du futur, et c'est vraiment super intéressant puisque ça va être deux petits fantômes assez vraiment très touchants dans leur vie, puisque c'est, comme je vous disais, des adolescents, et qui vont nous parler de ce que c'est que l'anxiété. Ça va permettre pour des personnes qui sont non initiées à comprendre ce que c'est, et à des personnes qui malheureusement le subissent. Il y a des personnes qui aussi connaissent ce que c'est, avoir exploité ça et relativiser sur certaines choses peut-être. En tout cas, je l'espère, puisqu'il y a certaines fois, les deux fantômes en fait ont pas de l'anxiété sur les mêmes sujets, et donc quand ils vont discuter entre eux, ils vont pas forcément se comprendre et comprendre l'anxiété de l'autre. Ils vont peut-être pas la comprendre, mais ils vont l'accepter et ils vont vraiment s'entraider, et c'est vraiment très chouette. C'est tout court, c'est totalement en noir et blanc, et vous voyez, c'est vraiment tout kiki. J'aime beaucoup au niveau du dessin, je trouve ça vraiment trop mignon, et je vous encourage fortement à le lire si vous êtes curieux de savoir exactement comment l'anxiété peut se déclarer, et aussi pour avoir un petit bonbon comme ça, parce que c'est vraiment trop choupi. Et la fin de ce roman graphique appelle à une suite, puisque pour l'instant je crois qu'en VO il y a 3 tomes de sortie. Je ne sais pas si c'est terminé en 3 tomes, en tout cas il y en a 3, et j'espère bien pouvoir me procurer la suite, puisque j'ai envie de savoir ce qui va advenir de nos deux petits fantômes. Et enfin, le dernier ouvrage dont j'ai envie de vous parler, c'est donc encore un roman graphique. Il s'agit de Nous étions les ennemis, écrit par George Takei avec Steven Scott et Justine Essinger, et illustré par Harmony Baker, publié aux éditions Futuropolis. Ça fait beaucoup de gens, je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai tout lu, parce que jamais je me souviens. Ici nous parlons de faits réels, et nous suivons le petit George, donc George Takei qui a écrit ce livre va nous raconter son histoire. Donc le petit George qui ici je crois a 7-8 ans, quelque chose comme ça, qui est donc assez jeune, qui va nous raconter donc sa vie aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, et comment lui, fils de japonais, va intégrer des camps d'internement, comme c'était le cas pour les Japonais durant cette guerre justement des États-Unis contre le Japon après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, et comment se sont passés ces camps d'internement dans lesquels toute la population japonaise vivant aux États-Unis avait été emmenée. Il va donc nous raconter ça maintenant adulte, mais comment il l'a vécu lui à travers ses yeux d'enfant, sachant que lui en tant qu'enfant finalement il ne comprenait pas forcément tout ce qui leur tournait, tout ce que cela impliquait, quels étaient ces camps, pourquoi, comment. Il ne comprenait pas tout, et on va aussi suivre du coup ses parents, donc toute sa petite famille, vous voyez ici, on va suivre toute sa petite famille et notamment ses parents qui eux subissent vraiment de plein fouet ce camp d'internement. C'est donc un roman graphique qui traite d'un point de l'histoire qui est très méconnu en France, puisque c'est vrai que nous ça nous a pas touché. C'était des camps d'internement qui étaient pour les expatriés et les descendants japonais aux États-Unis. C'est vrai que nous en France on n'était pas forcément touchés, et pourtant je trouve ça très intéressant à connaître, puisque finalement pour nous, les États-Unis ont presque été les sauveurs dans cette Seconde Guerre mondiale, et pourtant ils faisaient des trucs pas jojo du tout de leur côté non plus. Ici, le récit va s'articuler de différentes façons, puisque ici, finalement, on va avoir au début George Takei qui va nous expliquer comment on en est arrivé là, comment ces camps d'internement sont arrivés. Donc vous allez avoir tout un contexte historique qui va vous être planté. Donc si vous ne connaissez pas du tout le contexte historique de Seconde Guerre mondiale au niveau des États-Unis, et encore plus vis-à-vis du peuple japonais, ne vous inquiétez pas, on vous apprend totalement ce qu'il en était. Donc vous allez être au courant, ne vous en faites pas, on va vous expliquer les différentes lois qui sont passées, on va vous parler du bombardement de Pearl Harbor, des différentes lois qui sont passées, et comment les différents politiques et personnes de décisionnaires en sont arrivés à se dire que oui, faire des camps d'internement pour les Japonais, c'était la bonne solution. On va donc découvrir aussi, comme je vous le disais, à travers les yeux de George Takei enfant, mais aussi à travers ses parents, comment du coup toute la famille et toutes leurs connaissances japonaises ont dû se retrouver dans un camp d'internement, ont déménagé aussi pour aller dans un autre encore, et comment ils ont dû vivre dans des baraquements comme ça, où il n'y avait pas grand chose, où c'était compliqué, et comment durant toute la guerre, ils perdaient de plus en plus de liberté, et vraiment se retrouvaient à juste devoir attendre à savoir ce que le gouvernement américain voulait faire d'eux. On va donc suivre tout cela, et aussi par la suite, et j'ai trouvé ça très cool, on va aussi avoir un l'après qui va nous être expliqué comment ces camps d'internement se sont terminés, qu'est-ce qui s'est passé après cette guerre, une fois que tout ça a été terminé, pour savoir est-ce que le gouvernement américain s'est excusé envers la population japonaise, est-ce que vraiment il y a eu quelque chose, il y a eu du repenti, qu'est-ce qui s'est passé après. Et j'ai trouvé ça très chouette, puisque on ne s'arrête pas à juste dire les Américains c'est les grands méchants, ils ont fait ça et basta.
ça. Non, vraiment, Georges Takei prend du recul sur tout ça et explique ce que les Américains après ont fait pour s'excuser, même si après c'est libre à vous de penser si oui c'était suffisant, les excuses suffisent, ou si non, rien ne pardonne ce qui s'est passé. C'est libre à vous, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un roman graphique très très chouette. Les illustrations sont entièrement en noir et blanc. Au début, je les trouvais très simplistes et pas forcément adaptées. Et au fur et à mesure de ma lecture, je les ai trouvées totalement en adéquation finalement avec ce que j'étais en train de lire. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous invite fortement à le découvrir si vous ne connaissez pas tout ce point de l'histoire, puisque c'est vraiment très intéressant et pas mal complet, je trouve. Et c'est illustré, donc c'est peut-être un peu moins dense que si vous aviez juste lu un livre ou des extraits documentaires, par exemple, sur ce qui s'était passé. Donc là, franchement, je trouve que c'est le format parfait pour découvrir tout ça et je vous le conseille fortement, pareil, si vous êtes intéressé pour connaître tout ça. C'est donc un super bilan, je trouve, pour le mois de juin que je vous présente aujourd'hui. Je suis pas peu fière d'avoir lu tout ça, d'avoir découvert tous ces ouvrages, aussi divers et variés qu'ils puissent l'être. J'ai tout posé, c'est beaucoup trop lourd comme à chaque fois. En tout cas, vraiment, je suis très contente d'avoir pu vous présenter tout ça, même si c'est très tardif et je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà lu certains de ces ouvrages? Est-ce que certains sont dans votre wishlist, dans votre pile? Est-ce que vous les avez aimés, vous ne les avez pas aimés? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Et qu'est-ce que vous avez lu, vous, au mois de juin? Est-ce que vous avez fait des belles lectures? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des déceptions? Dites-moi tout ça en commentaire. Je serais très curieuse de découvrir vos réponses. Pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas trop quoi mettre, je vous invite cette fois-ci à bombarder l'emoji, vous savez, tout rouge et qui a chaud en mode... Voilà, parce que c'est actuellement mon ressenti. Il fait très chaud et je vous avoue que je transpire un petit peu aussi à l'idée de vous avoir présenté des livres qui datent d'aussi longtemps. Je m'en excuse vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça aide énormément et merci beaucoup à tous comme à chaque fois pour tout le soutien que vous m'apportez. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, dont les liens sont dans la barre d'infos. Donc je vous invite à aller nous voir par là-bas, on est super bien. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.